Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 6, la mâchoire des Habsbourg. Les Habsbourg ont accédé au pouvoir au XIIIe siècle et sont devenus l'une des familles les plus puissantes d'Europe, régnant sur presque la moitié de l'Europe avec une dynastie s'étendant sur 650 ans. Comme les nombreux clans royaux, ils sont devenus victimes des effets néfastes de la consanguinité sévère qui était ironiquement considérée comme un moyen de garder la lignée pure. Des générations d'inceste ont entraîné de graves problèmes de santé qui ont finalement mis fin au règne des Habsbourg, summum de l'ironie pour une famille qui tentait justement de garder les choses en famille entre guillemets, justement pour s'accaparer un maximum de pouvoir. Et l'une des caractéristiques les plus distinctives observées parmi les membres de la famille était la célèbre mâchoire des Habsbourg. Connue sous le nom médical de la promandibulie habsbourgeoise, la condition se caractérise par une mâchoire surdimensionnée et une grande langue. Mais en réalité, c'est tout le faciès des Habsbourg qui est distinctif. La mâchoire en avant, le nez pointant vers le bas, la dynastie des Habsbourg d'Espagne, qui a régné sur l'Espagne et le Portugal pendant 200 ans, de 1506 à 1700, était connue pour ses traits récurrents d'une génération à l'autre. De très nombreux membres de la famille l'avaient, dont la duchesse Marie de Bourgogne, Ferdinand Ier d'Autriche et Ferdinand II pour ne citer que. Et une étude publiée dans Annals of Human Biology a identifié 5 membres de la famille qui semblaient en souffrir tout particulièrement. Maximilien Ier, Marguerite d'Autriche, Charles Ier d'Espagne, Philippe IV d'Espagne et surtout Charles II d'Espagne. Au moment de la naissance du roi Charles II, les Habsbourg étaient consanguins depuis déjà 16 générations. Le taux de consanguinité entre les parents de Charles II atteint alors le record de 25%, soit l'équivalent d'un frère et d'une sœur ou d'une mère et d'un fils. Sa grand-mère était aussi sa tante, et les effets physiques de ces relations qui se chevauchaient s'étaient aggravés avec le temps. Charles avait un cas si grave de la mâchoire des Habsbourg que ses dents du haut et du bas ne coïncidaient pas du tout. Il ne pouvait donc pas mastiquer sa nourriture correctement et il pouvait à peine parler parce que sa langue était énorme. Le roi malade souffrait également d'autres problèmes de santé, là aussi liés à l'inceste. Il n'a commencé à marcher qu'à l'âge de 8 ans et il avait tendance à tomber parce que ses jambes étaient faibles et ne pouvait pas supporter son propre poids. Charles n'a pas non plus réussi à produire un héritier par l'une ou l'autre de ses deux épouses et il est probable que son infertilité soit le résultat direct de centaines d'années d'inceste. Il mourut en 1700 à l'âge de 39 ans, mettant fin à la dynastie des Habsbourg. Numéro 5. L'enfant roi. Le célèbre pharaon Toutankhamon est entré dans l'histoire pour son accession au pouvoir il y a déjà 3000 ans, à l'âge de 9 ans seulement. La découverte de sa tombe a été l'une des plus grandes et des plus fabuleuses découvertes de l'histoire moderne. Mais le jeune pharaon est décédé à 19 ans seulement et souffrait de nombreux problèmes de santé. Beaucoup de gens ignorent que le jeune pharaon a passé sa courte vie en proie à plusieurs maladies et maux, notamment une fente palatine, un pied beau. Il souffrait aussi du syndrome de Klippel-Feil, qui est une paralysie de la colonne cervicale et d'une scoliose. Plusieurs vertèbres cervicales sont en effet fusionnées. Toutankhamon ne pouvait donc pas tourner la tête sans faire pivoter son tronc, sans parler des nombreux problèmes liés à son système immunitaire très fragile. Il était maladif, fragile et souffrait probablement beaucoup la plupart du temps. Il souffrait aussi d'une maladie osseuse dégénérative qui l'empêchait de marcher normalement et il était donc généralement dans un char ou transporté dans une litière royale. Et les résultats d'analyse génétique sur la momie du jeune roi montrent que ces problèmes de santé sont dus à une consanguinité extensive. Au moment de sa naissance, les pharaons égyptiens épousaient leurs frères et sœurs depuis des générations, entraînant des déficiences génétiques qui causent souvent des problèmes liés à l'inceste. Le corps de sa mère est selon les spécialistes celui d'une momie non identifiée connue sous le code KV35YL, dite la jeune dame ou Young Lady, ce qui permet donc d'éliminer l'hypothèse souvent avancée qu'il puisse s'agir de Néfertiti, épouse d'Akhenaton à la beauté mythique. Selon le chef du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, on ne connaît pas son nom, mais le plus important, c'est que cette dame est la fille d'Amenhotep III et de la reine Tiye, grands-parents de Toutankhamon, a-t-il déclaré. Il n'est donc pas possible qu'elle soit Néfertiti, a-t-il assuré. En d'autres termes, elle est la fille des grands-parents de son fils Toutankhamon, donc à la fois la sœur et l'épouse d'Akhenaton. Toutankhamon est donc le fruit d'un inceste direct, un héritage que Toutankhamon lui-même a poursuivi avec sa demi-sœur
Ankhésénaman, fille de Néfertiti et d'Akhénaton, ce qui fait donc de Néfertiti sa belle-mère aux deux sens du terme. Voilà. Numéro 4. Jeanne la Folle. Jeanne Ière de Castille était la sœur aînée de Catherine d'Aragon et la belle-sœur d'Henri VIII d'Angleterre. Elle descendait de l'éteinte maison de Trastamara qui s'était livrée à l'inceste pendant des siècles. Mais c'était une femme très intelligente et cultivée qui parlait 3 langues. À l'âge de 16 ans, Jeanne épousa Philippe le Beau, un membre de la famille des Habsbourg, notoirement consanguin. Elle tombe éperdument amoureuse de lui, bien qu'il la trompe constamment. Johanna a commencé à montrer des signes de maladie mentale à l'âge de 24 ans seulement, lorsque sa mère, la célèbre reine Isabelle la catholique, est tombée malade. Elle a traversé des périodes où elle ne dormait pas et ne mangeait pas, et son stress a été exacerbé par les différentes infidélités de son mari qui la mettait souvent dans une rage incontrôlable. Au cours d'une rencontre avec l'une des maîtresses de Philippe, elle aurait poignardé la femme en plein visage. Oups. Le comportement de Jeanne a pris une tournure encore plus inquiétante après la mort de son mari en 1506. À l'époque, elle était enceinte du 6e enfant du couple. Elle refusa alors de se séparer de la dépouille de Philippe pendant une période inhabituellement longue, et la rumeur vu qu'elle ait ouvert son cercueil pour embrasser son cadavre. 3 ans plus tard, en 1509, Jeanne a été placée dans un couvent où son fils lui a interdit toute visite. Il y restera d'ailleurs jusqu'à sa mort en 1555 à l'âge de 75 ans. La maladie mentale était très présente dans la famille de Jeanne. Sa grand-mère maternelle était devenue folle et est morte dans un couvent. Et plusieurs descendants de Jeanne présentaient également des symptômes. Mais son comportement s'est détérioré au moment où elle luttait contre la mort de son mari ainsi que celle de plusieurs membres de sa famille, notamment sa mère, ses frères et sœurs et son neveu. Mais il reste impossible de dire si la maladie de Jeanne était génétique, déclenchée par le deuil ou bien peut-être une combinaison des deux. Numéro 3. La maladie royale. L'une des dirigeantes les plus célèbres et les plus légendaires d'Europe, la reine Victoria, a régné sur le Royaume-Uni et l'Irlande de 1837 jusqu'à sa mort en 1901. Elle a eu 9 enfants au total avec son mari et cousin germain, le prince Albert, ce qui signifie qu'ils étaient tous consanguins. Victoria souffrait également d'un trouble relativement rare de la coagulation du sang, l'hémophilie B, et elle l'aurait transmise à 2 de ses 5 filles et à son plus jeune fils. La reine elle-même n'a pas beaucoup souffert de cette maladie qui, à l'époque, était bien connue des familles royales européennes, chose qui lui a d'ailleurs valu le surnom de la maladie royale. Mais certains membres de la famille à qui elle l'a transmise ont eu moins de chance. Le fils de Victoria, Léopold, est mort d'une hémorragie après une chute à l'âge de 30 ans. Ses filles, Alice et Béatrice, étaient porteuses de la maladie et l'ont transmise à plusieurs de leurs enfants. Et 5 des petits-enfants de Victoria sont morts de complications liées à l'hémophilie. En commençant par Victoria, la maladie a été transmise pendant 3 générations avant de disparaître de la lignée. Et malgré le fait d'avoir épousé son propre cousin germain, la présence de la maladie dans les gènes de la famille ne résulte probablement pas de l'inceste. L'hémophilie est généralement transmise par un gène récessif porté par les 2 parents et qui affecte principalement les femmes. Mais il est rare qu'elle soit aussi répandue dans une famille, ce qui suggère que peut-être la reine elle-même était consanguine, chose qui pourrait aider à expliquer l'occurrence exceptionnellement élevée parmi ses descendants. Numéro 2. Le monde imaginaire du roi Louis II. Dès l'enfance, il était très clair que Louis II de Bavière était très différent. Il n'était pas proche de ses parents et utilisait son imagination débridée pour échapper à la réalité. Louis, le cousin de la célèbre impératrice Sissi, est monté sur le trône à l'âge de 18 ans en 1864. Mais son pouvoir en a pris un coup quand la Prusse a conquis la Bavière. Il a gardé son rôle de dirigeant, mais n'était plus qu'un simple vassal sous les ordres de son oncle prussien. Il se tourne alors vers sa passion pour la musique et soutient généreusement le travail du compositeur Richard Wagner. Une série de dépenses inconsidérées s'ensuivit, alors que Ludwig cherchait à créer un monde imaginaire autour de lui qui lui donne l'impression d'être un vrai roi. Il dépense des sommes considérables afin de construire des châteaux et des palais somptueux, dont le célèbre château de Neuschwanstein en Bavière en Allemagne. Ludwig n'utilise pas les fonds de l'État pour ses projets, mais il dilapide toute sa fortune personnelle et emprunte énormément. Durant cette période, il devient noctambule, voyageant la nuit dans ses carrosses élaborés, souvent en costume historique.
et l'excentrique souverain s'éloigne de plus en plus de la société, se réfugiant dans ses résidences isolées dans les montagnes et commandant des représentations privées d'opéra et de pièces de théâtre pour son propre divertissement. De plus, il s'identifie de plus en plus au personnage fictif de Parzival, un héros médiéval parti dans une quête pour trouver le Saint Graal. Mais le détachement de Ludwig de la réalité avait un prix. Il vit bien au-dessus de ses moyens et ne parvient pas à remplir ses fonctions de chef d'État. Les banques étrangères ont commencé à menacer de saisir ses biens en 1885. Mais il a persisté dans sa folie, ne réalisant pas qu'il n'y avait aucun moyen de maintenir son style de vie. Le gouvernement bavarois déclare Ludwig fou et le dépose en 1886. Il meurt peu après dans des circonstances mystérieuses en compagnie de son psychiatre traitant. De nombreux chercheurs modernes ont contesté le diagnostic de folie de Ludwig, mais il est désormais très clair qu'il a lutté contre des troubles mentaux et psychiatriques durant toute sa vie. À sa naissance, sa famille pratiquait l'endogamie depuis des générations. Le patrimoine génétique limité par des siècles d'inceste est connu pour augmenter les chances de maladies mentales dans les familles, suggérant que les afflictions de Ludwig étaient en quelque sorte inévitables. Numéro 1. L'impératrice dépressive et anorexique. Le destin de celle qui allait devenir l'une des impératrices les plus emblématiques d'Europe a pris un tournant en 1853, lorsqu'elle accompagne à Bad Ischl sa sœur Hélène, promise à leur cousin, l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier. Mais ce dernier tombe sous le charme d'Élisabeth, qui allait par la suite devenir célèbre sous le nom de l'impératrice Sissi, et il décide donc de l'épouser au lieu de sa sœur. Mais le mariage va très mal débuter pour l'adolescente qui n'a pas été formée à la rigueur d'une vie à la cour, et son mari, accaparé par le déclenchement de la guerre de Crimée, est souvent absent. Des malheurs qui allaient se poursuivre pour cette femme troublée, célèbre pour sa beauté captivante et son tour de taille anormalement fin. François-Joseph s'était pris de sa jeune épouse, affectueusement surnommée Sissi, mais elle était apparemment moins enthousiaste à l'idée de se marier et luttait contre sa timidité et gardait tout pour elle, alors qu'elle s'adaptait aux règles strictes de la cour royale. Le mari et la belle-mère de Sissi critiquait son désamour de la vie publique et s'immisçait dans l'éducation de ses enfants. Et après avoir donné naissance à 3 enfants, l'impératrice se préoccupe de sa silhouette. Elle réduisit son tour de taille à seulement 40 cm, se pesa plusieurs fois par jour et faisait de l'exercice de manière obsessionnelle, un niveau qui pourrait être considéré aujourd'hui comme un signe d'anorexie. Son obsession de la minceur n'a fait qu'empirer avec le temps, car elle mangeait de moins en moins jusqu'au point de réduire son alimentation au lait cru, aux oranges et aux œufs. Sissi avait également des rituels de beauté rigoureux qui prenaient une bonne partie de sa journée. Il lui fallait par exemple 3 heures rien que pour coiffer ses cheveux qui lui arrivaient jusqu'aux chevilles. Elle semblait avoir tout pour elle, mais une série d'événements tragiques l'ont entraînée dans une spirale infernale. Sa première fille est morte de la scarlatine à un très jeune âge. C'est alors que sa belle-mère, très autoritaire, lui retire ses 2 autres enfants. Son cousin, Louis II de Bavière, oui, celui dont on vient juste de parler et dont elle était apparemment très proche, c'est donc logiquement que sa mort la touche aussi très profondément. Mais le coup de grâce arriva quand son fils unique, le prince Rudolf, est retrouvé mort dans son pavillon de chasse. La cause en est un meurtre-suicide où il a tué sa maîtresse de 17 ans et s'est ensuite ôté la vie. La plupart des preuves ont été détruites, mais on pense que Rudolf était gravement déprimé. Suite à tout cela, Sissi n'en pouvait plus et a sombré dans la mélancolie et certainement la dépression. Elle disait souvent qu'elle voulait finir ses jours elle-même, rangée par la mélancolie, et se tourner vers les voyants et les médiums afin d'essayer de guérir son angoisse en parlant à son fils décédé. Depuis, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même et a passé la plupart de ses dernières années à voyager et à prier. Élisabeth a été poignardée à mort par un anarchiste alors qu'elle visitait la Suisse en 1898. La célèbre mélancolie de Sissi bien avant les drames et ensuite le fait que son propre fils se soit ôté la vie après avoir commis un meurtre indique que la dépression et la tendance à la psychose étaient exacerbées par des facteurs héréditaires. Et découvre la plus terrifiante énigme de la Seconde Guerre mondiale qui vient juste d'être révélée en cliquant sur cette vidéo.